Bonjour, je m'appelle Philippe Maillot, je suis responsable de la biodiversité au sein de la Direction générale Partenariats internationaux de la Commission européenne, qui a notamment financé beaucoup de projets dont vous avez parlé aujourd'hui, ou vous allez parler, que ce soit au Mali, au Niger, au Tchad ou au Kenya. Aujourd'hui, je vais vous parler des liens entre conservation de la biodiversité et développement social et économique, avec l'approche que nous mettons en application à l'Union européenne. Donc, nous sommes convaincus qu'une planète qui fonctionne bien, où la biodiversité est respectée, où les écosystèmes sont sains, est la seule manière d'atteindre les objectifs du développement durable, notamment tous ceux qui sont relatifs au peuple, enfin aux gens, pardon, mais tous ceux aussi qui sont relatifs à la prospérité et tous ceux qui sont relatifs à la paix. Seule une gestion durable des écosystèmes permet à la fois de rencontrer tous ces objectifs. Et souvent, hélas, il faut bien le reconnaître, ça n'a pas été le cas dans les anciens programmes de développement. Alors notre approche est détaillée dans une série de documents dont vous avez peut-être entendu parler, notamment Larger Than Elephants, qui est un grand livre qui explique notre vision de l'intégration de la conservation de la biodiversité et du développement, avec pas mal de chapitres, notamment sur le trafic de faune, la production durable, les questions de gouvernance qui sont extrêmement importantes. Une autre étude très intéressante, mais qui a probablement été moins vulgarisée, c'est une étude sur les liens entre la sécurité et la conservation de la faune sauvage en Afrique. Donc je vous enjoins à regarder ces publications sur le site de la Commission. Alors notre approche maintenant est réellement, ce n'est pas une approche que nous sommes les seuls à promouvoir, mais maintenant elle est vraiment inscrite au sein du programme, de la programmation actuelle de coopération, c'est l'approche paysage. Et donc au sein de vastes paysages qui sont autour d'aires protégées, pour la question de biodiversité, on a aussi un développement d'économie verte de manière très importante pour le bénéfice des populations locales et des États aussi dans lesquels on se situe. Et donc, sur le même territoire, on rencontre de multiples objectifs, que ce soit la conservation de la biodiversité, mais aussi la sécurité alimentaire, la lutte contre le changement climatique, la régulation de l'eau, la résolution des conflits également. Donc ça veut dire qu'il faut travailler avec énormément de partenaires qui ont des intérêts divers, que ce soit des communautés locales, mais aussi des partenaires civils, les autorités régionales, les autorités nationales, le secteur privé, les États membres de l'Union pérenne qui ont aussi souvent des capacités financières importantes. Donc il y a tout un jeu d'acteurs qui est extrêmement important et je reviendrai en toute fin de mon exposé. Je vais juste vous montrer 2-3 exemples. D'abord, on a développé cette approche sur toute l'Afrique et on a identifié 80 paysages de conservation et de développement où on a en même temps une haute valeur de biodiversité et un haut potentiel pour le développement socio-économique, pour avoir un impact majeur. Alors, dans ces programmes qui sont toujours autour d'aires protégées, vous pouvez reconnaître les grands paysages ici dans les zones qui vous intéressent. On essaye d'avoir un développement socio-économique qui est basé sur de l'énergie renouvelable, sur de l'agriculture durable, sur du tourisme, sur de l'artisanat. J'y reviendrai également plus tard. Cette approche peut également être appliquée à d'autres domaines que les aires protégées, aussi dans les bassins versants ou au niveau provincial. Donc, juste pour vous montrer ce slide-ci, vous montre aussi qu'on a beaucoup de projets de sites Nature Africa qui sont transfrontaliers. Et donc ça a aussi un rôle de résolution des conflits, parfois entre pays qui n'entretiennent pas les meilleurs rapports. Alors, je vais vous montrer 3 exemples. Le premier est autour du parc W, qui malheureusement a maintenant de grandes pressions en termes de sécurité. Et dans ce paysage, où vous voyez sur les 2 cartes latérales en rouge les zones où il y a des zones de conflit de manière assez importante, et la carte qui est juste en dessous, le rouge symbolise les emprises agricoles au sein des aires protégées. Donc on est vraiment dans une logique où il y a un front entre la biodiversité et le front cotonnier assez important, et c'est cela qu'il faut résoudre.
Et pour résoudre ça, il y a une série d'activités qui doivent être faites, qui sont d'abord des activités de gestion des écosystèmes de manière classique, donc contrôle des feux, contrôle du braconnage, mais aussi la gestion des transhumances, parce que nous sommes ici dans des zones de haute transhumance, ou des chaînes de valeur, ce qu'on appelle ethical fashion, donc des chaînes de valeur agricoles, notamment le coton, mais en cherchant une plus-value, qui permet de vendre plus cher le coton parce qu'il est éthique et il le permet de se valoriser de manière plus importante en ciblant un marché de niche. Donc c'est tout un travail qu'on fait avec les Nations Unies également autour du parc des parcs du W, pardon. Exemple suivant, au nord du Cameroun, nous avons aussi ici, nous sommes autour de 3 parcs nationaux, Faro, Benoué, Boubanjida et même Senaoura au Tchad. Il y a des enjeux agricoles, là aussi le front cotonnier, mais pas que. Et il y a des enjeux pastoraux assez importants, avec des acteurs, donc vous voyez en mauve les enjeux pastoraux, avec des concessions de chasse qui sont tout autour. Donc on a vraiment un territoire aux multiples usages et où tous les acteurs doivent pouvoir dialoguer pour avoir un véritable schéma de développement du territoire, mais aussi avoir des initiatives de développement économique qui permettent aux populations, aux communautés locales de ne pas empiéter non plus sur les parcs nationaux. Pourquoi? Parce que ces parcs nationaux jouent un rôle essentiel, pas uniquement pour la biodiversité, mais aussi pour les services écosystémiques, notamment l'eau, parce que le parc du Benoué est un château d'eau local. Alors, troisième exemple, c'est tout le travail que nous faisons au nord du Kenya, où là aussi, c'est pas nous qui le faisons, nous supportons le travail qui est fait là-bas, de manière plus modeste. Donc là aussi, il y a des liens très forts entre le développement économique, essentiellement pastoral dans cette zone, la conservation de la faune et tout le tourisme qui en découle, parce que le Kenya est un pays effectivement qui attire beaucoup de tourisme, et donc ces zones au nord, où l'activité économique est relativement faible en termes agricoles, peuvent bénéficier de toute cette activité du tourisme. Mais aussi, on a constaté que tout ce qui était fait en termes de lutte anti-braconnage profite maintenant de plus en plus à résoudre les conflits entre les pasteurs. Et donc c'est un bon exemple où graduellement on voit que le projet qui était plutôt de type conservation de la biodiversité devient un véritable projet d'aménagement du territoire et de stabilisation du territoire. Deux, trois petites réflexions également, parce que nous avons dans cette zone de multiples acteurs et même au niveau macro, beaucoup d'initiatives qui se chevauchent et qu'il est important d'harmoniser. Donc nous avons effectivement les aires protégées, les Key Landscape for Conservation and Development dont je parlais, donc ici en orange. Ensuite, nous avons la gestion des bassins versants avec des autorités de bassins versants qui sont extrêmement puissantes. Nous avons la Grande Muraille Verte, dont nous avons entendu parler cet après-midi, pardon. Et donc tout cela, ça veut dire que nous avons de multiples acteurs, même au niveau macro, avec de multiples financements. Il est essentiel vraiment de pouvoir bien combiner ces approches depuis le local jusqu'à l'international. Et malheureusement, ce n'est pas toujours bien fait, donc il faut vraiment que nous, tous les acteurs, à tous les niveaux, nous puissions harmoniser ces différentes interventions. Alors, dernier slide, je voudrais un petit peu juste vous parler de ce qui nous semble important dans la région. C'est que quand on est dans une logique territoriale, on travaille avec des acteurs qui structurent ce territoire. Les enjeux, chacun a des intérêts différents. Et ici, nous sommes dans un espace infini. Il y a moins de population dans tout le Sahara qu'à un jour de marche du parc des Virunga dans l'est du Congo. Donc on est dans un contexte tellement différent, avec beaucoup de populations nomades, avec des questions de sécurité aussi, avec des aspects transfrontaliers. Donc une des grandes difficultés, c'est comment atteindre tous les acteurs. Et ça, c'est vraiment probablement le premier travail de tout programme. Les communautés locales doivent bien évidemment être au cœur du réacteur. Et donc c'est à elles à définir leur futur et au projet à accompagner ce futur et pas l'inverse. Les innovations technologiques, notamment le suivi des pâturages, des feux, de l'eau par satellite,
peuvent vraiment jouer un rôle d'appui à la gestion, mais ne sont pas l'outil de gestion par excellence. Et enfin, il n'y a pas de solution miracle. Donc chaque contexte est différent et donc, mais vous le savez aussi bien que moi, chaque projet doit pouvoir définir sa théorie du changement, ses différents indicateurs, sa stratégie. Voilà, je vous remercie, je ne peux pas être plus long. Je vous souhaite en tout cas d'excellents travaux et j'essaye de me connecter aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr que je pourrai le faire. Les conditions de connexion ne sont pas forcément excellentes non plus. Merci beaucoup.